Eh bien le bonjour les amis, on se retrouve encore aujourd'hui pour une autre vidéo, cette fois-ci pour découvrir mon top 10 de cette extension l'île d'Arcasia qui arrive demain. Qui arrive demain déjà, on a très hâte de découvrir ce que je vais ouvrir du coup dans ma première display. On va commencer par la première carte et c'est le top 10 qui est le geyser d'encre. Le geyser d'encre qui est une carte prometteuse, mais loin d'être non plus le truc voilà, ultra fort de ce set. J'ai testé cette carte dans le bleu-vert, hein, forcément, parce qu'on peut le mettre que là-dedans. Malheureusement, on peut pas faire de deck 3 couleurs. Ah, ça c'est une bêtise. Non. En tout cas, c'est une carte intéressante. Euh, il y a ses avantages et ses inconvénients. Bon, l'inconvénient principal, c'est que vous également, vous allez vous ralentir. Donc si vous n'avez pas de plume ou quelque chose pour ancrer encore en masse derrière, ça va être compliqué les amis. Parce que vous allez aussi stagner autant que votre adversaire. Et si votre adversaire a une plume et de quoi ramper et que vous n'en avez pas, cette carte-là va juste vous apporter un tour de répit et encore, ça dépend du board adverse et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que ça va faire comme capacité. Ensuite, en top 9, je vous ai mis le Bmax. Le Bmax qui, encore une fois, c'est la bicolorité qui gêne un peu, on va dire. C'est pas, voilà, c'est pas les couleurs qui font le plus mal déjà dans la méta qu'on connaît depuis plusieurs sets. Donc malheureusement, avoir ce Bmax, et encore heureusement j'ai envie de dire, parce que si vous auriez eu un Bmax comme ça en bleu-rouge, ça aurait été la fin du monde. Mais c'est quand même une carte qui peut vous apporter des situations dans votre jeu, renverser un petit peu une stratégie avec des Flaversham présents sur le board adverse. Ça peut aller chercher des trucs, quoi. Ça peut soigner vos personnages aussi, donc voilà. Mais c'est la bicolorité qui va pas pour moi sur cette carte, mais ça reste quand même un bon ton qui arrive T4. Ensuite, on a le Thomas O'Malley. Vous allez me dire, c'est supérieur à un Bmax et un Geyser? Eh bien oui. Pourquoi? Parce qu'elle s'adapte un petit peu plus à la méta qui se présente, en tout cas sur ces premiers essais de deck. Et quand vous avez un bleu-rouge ou un bleu-gris qui font que ça, d'essayer de vous cibler vos personnages pour les bannir, des trucs comme ça peut vous sauver. Savez que contre ces decks-là, vous êtes tranquille, vous pouvez établir votre board d'or d'atteinte et un petit peu jongler comme vous le voulez. Ça peut aller chercher des Flaversham assez facilement avec des cartes comme ça. Donc c'est vraiment des cartes très intéressantes. Moi j'avais adoré déjà le Prince Philippe qui était une 3-2 hors d'atteinte pour 3 ancrable. Là vous avez un peu plus de force, mais vous avez un peu moins de lore. Il a un côté un peu moins agressif en termes de lore, mais un peu plus agressif en termes de trade en face. Donc c'est pas plus mal, et je pense que coupler les deux, ça fait un bon truc. Et de ce que j'ai testé, c'est vrai que le bleu-gris et le bleu-rouge avaient un peu plus de mal à gérer ce truc-là, donc on avait un petit peu plus de possibilités de jeu et de contrôler le board adverse, quoi. Ensuite, le top 7, eh bien, c'est le Mouchou qui, pour moi, c'était obligé de le mettre dans un top 10. Pourquoi? Parce qu'il a créé un archétype, le mec. Voilà. Et c'est une carte qui a créé l'archétype rouge-gris, tout simplement, parce que quand vous avez des persos en face qui sont exert, et que vous avez une petite armée de 2 ou 3 persos, et que par surprise, oh tiens, top deck Mouchou, voilà, vous jouez Mouchou, vous faites une. C'est de l'apocalypse, d'accord? Vous faites un coup de ménage de malade. Et en plus, vous gardez vos persos, la plupart du temps, parce que résistance plus 2, excusez-moi, et vous gagnez du lore, donc vous avancez dans la partie en défiant les personnages adverses. C'est là où cette carte est ultra forte et ultra intéressante, c'est qu'elle est du coup, elle n'est pas passive, elle vous apporte quelque chose tout de suite en arrivant sur le board. Donc ça vous permet de protéger et de gagner du lore
avancer dans votre game. C'était le gros problème du rouge-gris jusqu'à maintenant, c'était que, ok, tu vas faire du trade, ok, tu as des Maui, tout ce que tu veux, etc. Mais t'avances pas dans le lore, parce que voilà, tu lores pas énorme, tu fais que te défier. Finalement, moi je vais m'étaler, je vais gagner du lore avec sous fétiche Tamat, tu vas rien comprendre. Donc c'était un petit peu ça l'idée du rouge-gris jusqu'à maintenant. Donc il était pas fort. Maintenant, avec des Kaloun que vous installez sur le board, vous avez d'autres trucs, des naïfs, dans ce set en tout cas, vous avez après d'autres persos comme des mouches, etc. Et des persos comme ça qui sont peut-être pas forcément des grosses menaces pour votre adversaire dans cette partie, mais qui en deviennent une tour 5 avec cette carte. Voilà. Ça crée cet archétype rouge-gris assez violent quand même. Ensuite, on a le Pat. La grosse capacité de cette carte, c'est que du coup, quand il est épuisé, on peut pas chanter de chansons. Enfin, les adversaires en tout cas. C'est prison, ma gueule. C'est bien. C'est génial. Vous mettez ça avec des Gontu, mais c'est la fin du monde. C'est ultra cheaté ce truc-là. Et vos personnages pirates gagnent résistance plus 1. Donc l'avantage aussi, c'est que du coup, il se prend pas le Zeus. Le Zeus qui est quand même le plus gros anti-bet, on va dire, de Disney Arcana. Cette carte-là, un vert gris qui jouerait ça et des Gontu, ça va être compliqué les mecs. Donc très bonne carte. Top 5 ensuite on a le Cobra géant qui est bien évidemment ajoute un peu de piment dans le violet gris et qui lui apporte des finishers de malade. On gagne 2 de l'or quand on se défausse une carte quand on le joue. Arrive T3. Bien sûr, faut pas le jouer T3. Moi, je suis pas de ceux qui vont le jouer dans les débuts de tour. Middle game, oui. Et fin de game, bien évidemment. Début de game, vous mettez une 4-4, ok, ça met une pression, mais il se fait cibler par n'importe quoi et c'est fini, quoi. C'est un peu dommage. Alors que si vous jouez votre partie, vous étalez vos persos, voilà, vos mouches et compagnie, et qu'ils se font un à un gérés par les personnages, par les cartes, pardon, de votre adversaire, et que finalement votre adversaire après n'a plus rien pour gérer un cobra géant qui est une 4-4, qu'il aura du coup à 2 quand il arrive, ça c'est un petit peu mieux comme stratégie. Donc moi je suis de ceux qui le joueraient plutôt en middle et late game. Late game pour finir la partie, ou middle game pour justement mettre une menace quand même qui est assez chiante, quoi. Gantu ensuite en top 4. Là on se rapproche du top 3. Là on commence à avoir des cartes quand même bien pétées. Lorsque vous jouez ce personnage, du coup, aucun personnage ne peut être épuisé pour chanter les chansons, donc ça bloque. On est encore dans le pat, et cette fois-ci juste pour chanter. Et par contre, ça, ce qui nous intéresse le plus, c'est jouer une action un objet, pardon, coûte 2 de plus à tous les joueurs. Vous en fichez, vous ne jouez pas à beaucoup d'objets. C'est ça qu'en vert gris, il est nickel. Les cartes actions, vous allez les chanter nickel encore une fois dans un vert gris. Pourquoi? Parce que vous allez plutôt passer votre temps à chanter la chanson, et perdu dans l'hiver des plus ardents, que simplement de les jouer flat. Contre votre adversaire, vos adversaires bleu-gris et bleu-rouge, ils vont être bien embêtés. Moi, je peux vous garantir que j'ai testé cette carte-là contre des bleu-gris, bleu-rouge. Ils étaient pas bien. Ils étaient vraiment pas bien parce que le côté petite glace à l'eau, tu veux une petite glace? Tu veux petite glace pour un? Eh ben non, ça sera 3 maintenant, tu vois. 3 pour une glace, ça fait cher quand même. Ça peut briser sa stratégie un petit peu parce que vous avez pas la même physionomie de jeu, quoi. Là, T6, admettons, T6 pour un bleu-rouge, il va jouer sa petite glace après Flaversham. Il a plus moyen de jouer grand chose après à 3 d'encre ou même à 4 d'encre, vous voyez. Euh, et c'est une carte vraiment très forte. Je pense qu'elle mérite son 4 exemplaires dans les decks, parce que c'est vraiment très prison comme carte. Vous couplez avec le pat, le petit pat, le pat floatborn également, et peut-être quelques autres cartes. Moi, je pense que ça peut faire un café, quoi. Là, je pense qu'on peut avoir une autre version du vert gris, et j'essaierai de deck build ça
prochainement pour tester le deck, voir si ça marche réellement. Mais je pense que assurément que ça marche. Parce que le Gontu, j'en ai mis un seul dans une partie contre un bleu-rouge. C'est pas bien, quoi. Vraiment pas bien. Donc vous imaginez par exemple un bleu-gris qui essaie de se chercher aussi des solutions en piochant à fond avec des petits cailloux comme ça. Non, ça va être plus cher maintenant. On passe au top 3. Et le top 3, eh bien, c'est la spirale de saphir. J'aurais pu la mettre un peu plus haut, vous la connaissez. Elle a un gros impact du coup dans le rouge-bleu qui, après l'avoir testé, c'est totalement infâme. C'est fluide, ça arrive T2, parfait. Ensuite, vous avez vos petites sissous qui arrivent, voilà, et qui font le ménage très facilement. Vous avez moyen d'ancrer quand même plusieurs fois dans un tour dans un bleu-rouge. Voilà, vous mettez -2 à lui, -2 à lui, ok, après 6 sous, voilà, c'est fini. Ou alors on fait le ménage tout court avec du trade. Voilà, cette carte est infâme. Beaucoup de gens se sont indignés pardon, sur cette carte. Je pense qu'elle n'est pas du tout adaptée à l'ensemble des cartes qu'on a actuellement. C'était le cas de Bucky également. Maintenant, est-ce qu'ils vont la nerf? J'espère pas. Je préférerais qu'ils la bannent. Mais après, on peut se tromper. Peut-être que la méta va évoluer et que finalement le saphir, la spirale de saphir sera pas un truc fumé parce que la méta sera adaptée au bleu-rouge. Je ne sais pas. Donc je la mets quand même en top 3 parce qu'elle a quand même bien bouleversé la méta et la future méta. Elle va en tout cas. Et voilà, c'est une carte infâme, donc on est obligé de la mettre en top 3, c'est tout. Tamatoa, une autre carte infâme, bien entendu, parce que cette fois-ci, c'est encore plus facile d'aller récupérer des objets dans votre défausse et c'est encore plus facile de jouer sous fétiche. Voilà. Donc, rien que pour ça, si vous la gérez pas tout de suite, vous êtes fini, les mecs. Vous êtes fini, c'est fou. Mais c'est bien d'avoir des cartes très fortes comme ça, mais il faut équilibrer les choses et apporter aussi des cartes fumées comme ça pour les autres couleurs. Si Ravensburger écoute cette vidéo, regarde cette vidéo surtout, euh, essayez de sortir par couleur une carte de ce type-là, voilà, vraiment fumax, qui puisse du coup créer différents archétypes avec différents power levels et qui du coup soit fun à jouer parce que finalement si vous avez dans tous les tournois 60% minimum d'un même archétype, bon, c'est un peu ennuyant. Même si je comprends, mais il faudrait quand même un petit peu plus de cartes pour créer un petit peu plus de compétitivité et de différents archétypes solides. Et que même si vous avez des cartes très fortes comme celle-là, eh bien vous avez d'autres cartes à côté qui sont également très fortes et donc du coup qui pourraient faire pencher la balance quoi. Donc voilà, il mérite quand même son top 2 parce que c'est bien entendu l'une des cartes les plus pétées du 7-7 et ce sera aussi une carte qui va valoir 45 balles ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est logique. Et enfin, moi pour moi, la meilleure des cartes de cette extension, c'est Belle. Voilà, parce que Belle, elle a mis une claque à pas mal de decks, hein, notamment le Humber Steel qui, ciao ciao, c'est voilà, maintenant, t'as mis une petite princesse, moi j'ai une meilleure princesse, tu vois, plus cheatée, voilà, plus, plus forte, l'illustration est magnifique, tu vois, tout est mieux dans cette carte-là. Tu peux chanter des chansons à 3T, hein, enfin T2 plutôt. Le seul deck qui pouvait faire ça, c'était l'Humbersteel. Et c'est ce qui faisait qu'il était là l'Humbersteel. Il était fort. Chanter un truc T2, c'était ultra fort. Vous avez un truc comme ça qui peut résister à l'Humbersteel T2. C'est dommage, voilà. Encore une fois, il y a un gros déséquilibrage. Après, ça a fait revenir le bleu-gris. Très bien. Maintenant, voilà, le bleu-gris, s'il n'y a pas de bleu-rouge, si on ne parle pas de lui, le bleu-gris est quand même vachement présent dans la méta, je pense. C'est celui qui aura le plus de solutions. C'est
Encore une fois, on voit, de toute façon, mon top 3 est intégralement saphir, hein, mais c'est vrai que c'est la couleur qui a depuis 2-3 sets que des cartes ultra fortes. Et les autres couleurs, vous avez des cartes fortes, mais qui n'ont pas une puissance comme celle-là, ou comme le Tamatoa, ou comme la Spirale. Vous avez des cartes intéressantes, mais c'est tout. Voilà. C'est loin d'être des cartes qui pourraient apporter un tiers S, enfin un deck tiers S. Le Bmax, le Geyser ne sont pas des cartes qui peuvent concurrencer contre des bleus gris, bleu rouge. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous, pareil, vous mettez un petit peu les mêmes cartes en même position ou totalement différent? On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo demain, ou alors en tout cas si vous n'avez pas encore vu la deuxième vidéo ou la troisième vidéo que j'ai sortie aujourd'hui, eh bien je vous invite à aller la voir avant de découvrir cette display que je vous ouvre demain matin. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner du coup sur cette chaîne pour ne pas rater cette future vidéo. On n'oublie pas de mettre son petit pouce également vers le haut, ça me soutient énormément. Et puis si vous voulez également me soutenir, eh bien vous avez un petit bouton rejoindre là en dessous de la vidéo. N'hésitez pas, ça sera vraiment très sympathique. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo très bientôt. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.